Mesdames, Messieurs, mon cher confrère, je suis heureux de vous voir ici parce que je n'en espérais pas tant. Hein, j'avais manqué ce matin l'information qui nous est passée par la montagne, qui sait tout, qui dit tout, mais qui n'est pas exempte d'oublier des choses. Alors du coup, je craignais que d'être un peu seul, et je vous remercie bien vivement de votre présence. Ce n'est pas un problème de nombre, c'est un problème de qualité. Voilà. Alors je traite Colette, qui a été, vous le savez, un de nos grands écrivains. Hein, elle est ce qu'elle est, mais elle a, avec un brevet élémentaire au départ, elle a ce qu'on appelle le don de Dieu. À ce degré-là, c'est le don de Dieu. Elle a le style à la fois chaleureux, un style qui est celui de la cocasserie, d'une part, mais aussi un style fait de verve, fait de mots extrêmement justes. Elle a des adjectifs, des épithètes, qui sont de véritables métaphores à elles seules, tellement elles sont justes, et tellement elles sont, comment dire, tellement ces adjectifs sont révélateurs d'une certaine sensibilité de femme. Et de ce point de vue-là, je dois vous dire qu'elle a défendu le point de vue féminin, et quoi qu'en pense mon excellent confrère, M. Trapp, elle a beaucoup de défauts, parce qu'elle n'a pas de morale, mais elle sait où est la vérité. Elle le sait parfaitement. Il y a qu'elle brave l'opinion, hein, comme elle nous dit par exemple qu'elle n'aime pas les femmes politiques, que pour elle ça n'existe pas. Il n'y a pas de femmes politiques, c'est des métiers d'hommes auxquels elle se défend de ressembler, dit-elle. Alors je ne sais pas ce qu'il faut penser de ça, des femmes politiques il y en a de plus en plus, hein, donc elle avait sans doute tort, mais je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus, et je ne suis pas là pour donner des opinions. Je vous répète ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que non, la femme politique, c'est pas la vocation de la femme. Bon. Alors, elle est un précurseur du point de vue de l'indépendance au sein du XXe siècle, que je a donné à ce mot-là, et en même temps, elle reste très traditionnelle, avec des tendances de modernité. Mais enfin, elle se tient entre les deux, pas toujours avec bonheur, voilà. Mais, comme elle est très intelligente, et qu'elle a évidemment beaucoup de métiers, elle a écrit 50 livres, donc tous sont des livres remarquables de style, comment dire, pas seulement de style, mais son genre, quoi, le genre qu'elle s'est donné, et il n'y en a pas deux comme ça dans la littérature. Ça est tout à fait vrai. Je disais donc qu'évoquer Colette, c'est bien sûr évoquer une œuvre unique dans un genre qui n'a pas d'imitateur. Mais c'est aussi évoquer une personnalité rare. Et quand on lit ou qu'on relit Colette comme il faut la lire ou la relire, on écoute l'écho de ce style savoureux, fait de mots admirablement ajustés, un style dans l'extrême concision dans sa forme narrative, descriptive et poétique, procure un bonheur de lecture dont on ne se déprend plus. M. Trapp lui-même, on est d'accord. N'aimant pas Colette. Oui, on ne se déprend plus, mais surtout, c'est une œuvre assez largement autobiographique, c'est-à-dire qui finalement est très reliée intimement à sa vie, mais qui revêt souvent un caractère universel. Ça est vrai aussi. C'est une forte personnalité, parfois dure et dominatrice. Colette n'est pas, à beaucoup près, la bonne dame du palais royal, décrite dans des portraits parfois complaisants. L'écrivain Francis Carco, qui l'a vue souvent et de près, disait d'elle, oui, elle est un de nos grands écrivains, mais douce, mais bonne, jamais de la vie, c'est une vieille vache. N'est-ce pas beaucoup dire de cette célèbre femme? Mais le fait est qu'elle elle fut souvent ni délicate, ni scrupuleuse en affaires, ingrate aussi. Bon, les hommes politiques vous disent que l'ingratitude est la marque des peuples forts. Est-ce vrai pour les individus? Je ne sais pas. J'aime bien aussi que les gens soient attentifs aux autres. Ingrat, divers jugements éclairent le vrai personnage de Colette, mais n'infirment en rien ses dons rares, son prestigieux talent, ni l'admiration qu'il a suscité. Il nous faut donc accepter la complexité de cette femme, exceptionnel écrivain, quoi qu'il en soit. Gabrielle Sidonie, Colette, est morte il y a juste 60 ans.
un soir d'août 1954, à Paris, à proximité de la place du Palais Royal, exactement rue de Beaujolais, qui porte aujourd'hui son nom. Elle reposait, nous dit l'écrivain Jules Roy, dans ses 82 ans, et dans le décor d'un demi-jour faiblement éclairé d'une veilleuse, et tamisé par un rideau rouge tendu sur la fenêtre face à son lit, qui faisait ressortir les cernes pistrées de ses paupières, refermées sur une autre nuit. Fin de citation. Par-delà le silence éternel, c'était toujours la voix rocailleuse, heureusement enregistrée, qui fleurait bon la basse Bourgogne, prompte à célébrer les merveilles de la nature, que son œil infaillible saisissait en autant de photos vivantes, parmi lesquelles les violettes de Saint-Sauveur empuisé, son village natal de Lyon. Je revois, écrit-elle, une enfant silencieuse, prisonnière le jour dans une école, que le printemps tout neuf enchantait d'une triste et mystérieuse joie. Une enfant qui échangeait des images ou des jouets contre les premières violettes des bois, nouées d'un fil de coton rouge, apportées par les fillettes des fermes environnantes. Je revois des prés noyés de brume, d'une brume insaisissable, et des violettes, des violettes, des violettes, violettes de Pâques, violettes de coucou anémiques et larges, qui roussaient sur de longues tiges leurs pâles corolles inodores, violettes de février, fleuries sous la neige, roussies de gel, laidronnes, pauvresse parfumée. Ô violettes de mon enfant, dit-elle, vous montez toutes devant moi. Vous treillagez de vos petits visages innombrables le ciel laiteux d'avril. Et les fleurs de ma mère, Jacinthe en pot, jonquille de notre jardin, qu'elle soignait si amoureusement, si de haut ma mère, qui ne cessa d'éclore pendant un demi-siècle. Colette avait de qui tenir pour devenir l'un de nos grands poètes en prose, elle qui fut enfin admise à plus de 70 ans à l'Académie Goncourt, à défaut de l'Académie française, où les femmes n'étaient point reçues, comme vous le savez, et qui ne s'ouvrit à elle qu'en 1981 pour y accueillir Madame de Créancourt, plus connue sous le nom de Marguerite Yourcenar. Comment sanctionner d'ailleurs, à part cette aberration heureusement rectifiée, heureusement abolie, comment sanctionner un pareil talent? Elle qui se prétendait être devenue écrivain sans le savoir, nous éclaire sur sa vocation. J'appartiens à un pays que j'ai quitté, écrit-elle, et dont j'ai cessé d'être digne. Par cette formule lapidaire, une évidence s'impose. C'est à son enfance rurale, dans un milieu fermé, que l'on doit l'éclosion d'un talent qui touche à l'universalité des êtres et des choses. Son monde intérieur a créé sa propre richesse. Elle s'en explique. J'étais une enfant très aimée, écrit-elle, élevée par des parents pas riches, qui vivaient à la campagne parmi les arbres, les plantes et les bêtes, qui n'a connu ni souhaité les jouets coûteux. D'aucuns s'imaginent peut-être que l'adolescence venue, on m'avait entouré de culture humaniste. Oui, mais pas celle que l'on croit. Ne vous laissez pas abuser par le titre de mon premier livre, Claudine à l'école. Je n'ai été que très peu à l'école. Et mes connaissances étaient aussi élémentaires que le brevet du même nom dont je dus me contenter. Est-ce pour cela que la soif d'apprendre ne m'a plus jamais quitté? Apprendre, bien sûr, ce que les livres enseignent, mais surtout ce que la vie offre à tout moment. Vous qui me lisez, ou qui entendrez peut-être parler de moi et de mon œuvre, ce qui est d'ailleurs la même chose, vous n'êtes pas des vieilles, ni des vieux, et vous saisissez toutes les occasions de rester jeune. Avec mes 80 ans sonnés, chargés de mots divers, il y a, du moins vous le croyez, c'est ce poids qui prétend s'appeler l'expérience. Et vous craignez sans doute que je ne vous en accable. Rassurez-vous, et laissez-moi vous révéler que l'expérience ne compte pour rien et ne sert jamais à personne. Mais tout ce qui m'a étonné dans ma jeunesse m'étonne aujourd'hui bien davantage. L'heure de la fin des découvertes ne sonne jamais. Le monde m'est nouveau chaque matin, et comme si, d'eau ma mère, je ne cesserai d'éclore que pour cesser de vivre. Voilà un beau morceau, mais ajoute aussi, n'est-ce pas là, mesdames, messieurs, chers amis, le Moulin, qui est adhérent d'une association ou non adhérent, n'est-ce pas là un propos que chacune et chacun de vous pourrait tenir? Il est temps de vous dire que l'enfant très aimé de parents pas riches, ainsi qu'elle se décrit elle-même, était la fille de Jules Colette,
ancien officier des armées du Second Empire, grand invalide de guerre par amputation d'une jambe, qui, revenu à la vie civile, avait obtenu le petit poste de percepteur à Saint-Sauveur-en-Puisaye, que Sidonie Landau, sa femme, dite Sido, pour ses proches, et dans toute l'œuvre de Colette d'ailleurs, l'avait épousé en seconde noces après avoir divorcé d'un mari abusif, lequel pourtant, dont elle gardait pourtant un souvenir, matérialisé par une petite théière chinoise cerclée d'or, qu'il avait rapporté un jour d'Auxerre, ne sachant qu'offrir à sa femme déprimée. Cadeau banal sans doute, mais que Sido, nous dit Colette, essuyait parfois avec des mains sentimentales. Sido, de caractère indépendant, de morale stricte, pleine de jugement, de bon sens et de sentence, tient une place essentielle dans les souvenirs de Colette. Cette mère qui l'appellera plus tard, dans ses nombreuses lettres, mon bijou tout en or. Et Gabrielle Sidonie, dite Gabri pour ses intimes, allait devenir Colette tout court, celle que le monde a connue et traduite en 6 langues. Elle avait grandi entre ses deux parents, dont elle a laissé des portraits si vivants, d'une telle vérité humaine, qu'on s'émerveille non seulement de ses dons exceptionnels d'observation, mais autant de son talent à les traduire dans une écriture sensuelle, tactile, pleine de verve et de cocasserie. Le style de Colette, mesdames et messieurs, c'est la pensée qui se fait chair par les sensations éprouvées. Elle est par excellence l'écrivain de la sensation et du souvenir. Dans ses souvenirs, justement, d'adolescente, attentive à tout, on lit des scènes cocasses ou émouvantes, des propos assaisonnés de commentaires inoubliables. C'est des propos pris sur le vif, rendus dans un style extraordinairement évocateur. Écoutez, plutôt, jamais écrité, je n'ai surpris mes parents à s'embrasser avec abandon, d'où leur venait tant de retenue. De ma mère, assurément. Mon père, qui n'y mettait pas tant de façon, était toujours attentif à son pas vif, et il n'arrêtait au passage, retranché derrière son journal déployé, et lui disant « paye », ordonnait-il, en désignant sa pommette au-dessus de sa barbe. « Paye ou on ne passe pas ». Et elle payait au vol d'un baiser vif comme une piqûre, et s'enfuyait irritée si par hasard je l'avais vue payer. Lorsqu'elle fut malade, dit Colette, amputée d'un sein d'abord et 4 ans après de l'autre, mon père vivait dans une méfiance inquiète et terrible. Alors elle l'apaisait avec une délicatesse miséricordieuse, des mots touchants, plaisants, de voltigeants regards. Tous deux redoutaient de mourir avant l'autre. Colette a été le témoin irremplaçable de cette tendresse mutuelle et d'ailleurs inquiète, hein, parce que télé, qui est d'une crainte que chaque jour renouvelé, transformé en espoir pour le jour suivant. Et d'ailleurs, telle est la loi éternelle, n'est-ce pas? Puisque, comme le dit Mauriac, rien ne nous guérit d'espérer. Essaie de mourir avant moi, et tu verras, disait Sido à mon père, dont elle scrutait le visage de ses yeux couleur de pluie. Il essaya, et réussit du premier coup. Mourut dans sa 74e année, en tenant les mains de sa bien-aimée, tandis que son regard devenait d'un bleu laiteux, se voilait progressivement comme un ciel envahi par la brume. Il eut les plus belles funérailles dans un cimetière villageois, un cercueil de bois jaune recouvert de sa tunique de capitaine aux premiers zouaves. Et ma mère l'accompagna sans chanceler au bord de la tombe, toute petite et résolue dans ses voiles, en murmurant tout bas, pour lui seul, des mots d'amour. Nous la ramenâmes à la maison, où elle s'emporta contre son deuil, ses voiles encombrants, portaient les voiles à l'époque, qu'elle accrochait à toutes les clés de tiroirs et de portes. Elle vint s'asseoir près du grand fauteuil vert, où mon père ne s'assoirait plus, et que le chien, déjà, envahissait avec délice. Elle se leva brusquement, fit quelques pas vers une chambre vide, et commença à prendre la patience. À cet instant, un petit chat entra, circonspect et naïf, un irrésistible chaton de 4 à 5 mois peut-être. Il se jouait à lui-même une comédie majestueuse, mesurait son pas, portait la queue en cierge. Puis, alors que saut périlleux en avant, que rien n'annonçait, le jeta par-dessus tête à l'eau aux pieds, le roula en boule, le mit debout sur ses pattes de derrière, enfla le dos et le changea en toupie. Regarde-le, regarde-le, ma fille, mon Dieu, qu'il est drôle, disait Sido. Et elle riait, ma mère en deuil. Elle riait de son rire aigu de jeune fille et frappait dans ses mains, accompagnant les cabrioles du petit chat. Pourtant, elle ne s'excusa pas d'avoir ri ce jour-là,
ni les jours qui suivirent, car elle nous fit cette grâce, ayant perdu celui qu'elle aimait d'amour, de demeurer parmi nous toute pareille à elle-même, acceptant sa douleur comme elle eût accepté l'avènement d'une saison lugubre et longue. Elle vécut ainsi des années encore, balayée d'ombre et de lumière, résignée et généreuse, mais recevant de toutes parts la bénédiction passagère de la joie. Un hasard purement conjoncturel permit à Gabriel Colette de rencontrer monsieur Henri Gauthier-Villard, dit Willy, qui était éditeur, imprimeur à Paris et critique musicale éclairé. Elle allait l'épouser en 1893 à l'âge de 20 ans. Celui-ci était de 15 ans plus âgé qu'elle, divorcé avec un enfant, mis en nourrice à Châtillon-Coligny dans le Loiret, où les Colettes avaient emménagé 2 ans plus tôt, quittant avec leur fille Saint-Sauveur en Puisée, suite à des difficultés financières contraignantes. Gabriel Sidonie Colette, Gabri pour ses proches, ne pouvait poursuivre ses études faute de moyens, et le mariage avec Willy offrait ce qu'on appelait à l'époque une opportunité sécuritaire. J'ai beaucoup aimé ces mots-là. Une opportunité sécuritaire et apparemment avantageuse. Les nouveaux époux allaient vivre à Paris, chez lui. Un Paris inconnu d'elle, bien sûr, mais où elle va s'insérer avec aisance dans la vie mondaine du tout Paris. Vous savez ce qu'est le tout Paris, c'est-à-dire quelques personnes en vue, parmi lesquelles, à cette époque, Anatole France et son égérie, Madame de Gaillavet, qui apprécièrent la jeune provinciale au récit savoureux et pittoresque, qui aimait d'ailleurs raconter et être écouté. La vie de jeune mariée de Colette ne fut pas idyllique, sans être pour autant le fiasco absolu qu'elle s'est plu à décrire dans son ouvrage, le premier de tous, Les apprentissages, sans doute par revanche sur un époux infidèle, lequel, en effet, en l'épousant, avait conservé ses anciennes relations amoureuses, mais aussi préféré le titre de maître impérieux à celui d'époux tendre. Enfin, elle n'a pas aimé. Hein. Elle avait reçu à son sujet des lettres anonymes qui l'affectèrent au point de contracter une maladie psychosomatique qui fit craindre pour sa vie et amena Sido, sa mère, à s'enchever à Paris pour plusieurs semaines. Elle avait d'ailleurs vérifié elle-même l'infidélité d'un époux qui, pour se faire pardonner une liaison notoire, avait acheté le domaine des Montboucons, près de Besançon, en Franche-Comté, où elle va retrouver, en prenant des leçons d'équitation, quelque chose du paradis perdu, qui était Saint-Sauveur en Puisée. Cette expérience va laisser en elle une trace sensible qu'on retrouve dans son beau livre « La retraite sentimentale », que Mauriac a beaucoup aimé. Elle redevenait heureuse, en apparence du moins, mais quelque chose s'était brisé pour elle. Ou plutôt, ses yeux s'ouvraient sur les réalités vulgaires. Et pourtant, Colette est redevable à Willy de ses débuts d'écrivain. En effet, il avait découvert par hasard, sur des feuilles volantes, des fragments épars, des souvenirs scolaires de l'enfance de sa jeune femme, qu'il dédaigna d'abord, avant de se raviser et de lui dire « Dites-moi, vous qui paraissez vous ennuyer, vous devriez jeter sur le papier quelques souvenirs de jeunesse dont je pourrais peut-être faire quelque chose, en ajoutant prosaïquement, vous savez, les fonds sont bas en ce moment. » Son frère d'éditeur ne l'avait pas trompé, et même si bien servi, qu'il alla jusqu'à enfermer sous clé sa jeune femme par journées entières afin de s'assurer de sa production, et ensuite la revêtir de son nom comme s'il en eût été l'auteur. Un vrai culot, elle va. Ainsi fut publiée la première œuvre de Colette, inconnue du public, mais dont le nom va bientôt figurer, accolé à celui de Willy. C'était bien la moelle des politesses, avant d'être enfin le seul en tête des séries suivantes et des éditions suivantes. Bon, c'était l'œuvre fameuse qui devait la faire connaître du grand public, Les Claudines, si célèbre depuis. On était en 1900. Et cette autobiographie, écrite bien sûr sous des noms d'emprunt, Colette est devenue Claudine dans le roman, et Saint-Sauveur est devenu Montigny. Elle révélait une qualité d'écriture si nouvelle et si inattendue que le public, souvent populaire, ne s'y est pas trompé. Claudine à l'école, Claudine à Paris, Claudine en ménage, Claudine s'en va, furent le plus grand succès de librairie jamais enregistré. Tous les auteurs sont d'accord là-dessus. C'est que le fameux style de Colette, touru, spontané, vivant, poétique, cocasse, tout cela en même temps, donc profondément original, le don d'observation avait fait sensation auprès d'un public qui redécouvrait en même temps une femme auteure, laquelle, au contraire de ses rares devancières, n'écrivait pas comme un homme.
Une artiste qui se révélait l'égale des plus grands poètes en prose. À titre d'exemple, la maison de Claudine, qui n'est autre que celle de Saint-Sauveur, où elle avait passé son enfance et sa jeunesse, font revivre une authenticité de souvenirs dans lesquels chacun de nous peut se reconnaître, et qui rappellent parfois, bien sûr, Proust, mais un Proust accessible à tous, par l'évocation du souvenir, des odeurs, des bruits, des sensations. Parce que Colette est d'abord une sensitive, dont les sens, toujours en éveil, pose sur les êtres et sur les choses un regard d'une acuité exceptionnelle, celui d'une femme exceptionnellement douée. Willy, se voyant remis à sa juste place, celle de découvreur d'un talent rare, en concevra de la vertu, en déclarant en privé « Si nous avions, Colette et moi, eu un enfant ensemble, elle aurait prétendu l'avoir fait seule. » Elle, de son côté, écrira dans son ouvrage « Mes apprentissages ». Willy n'était pas sans talent. Il l'avait prouvé comme critique musical. Il écrivait mieux que ceux qui écrivaient à sa place, mais jamais il n'a vraiment écrit ce qui s'appelle écrire, c'est-à-dire tout le jour, et une partie des nuits, pour traiter une œuvre et la mener à bien. Sans doute s'ennuyait-il devant la page blanche, tant il est vrai, dit-elle, qu'ici-bas, il n'y a de mortel que l'ennui. Au reste, ceux qui ne le connaissaient pas, vous qui ne connaissez pas Willy, l'appelaient le bon monsieur Willy, alors que ceux qui l'ont vraiment connu approchaient de près se taisent. Quoi qu'il en fût, le couple Colette-Willy se défaisait tous les jours, bien qu'il y eût de part et d'autre plus d'attachement qu'il n'y paraissait. Elle l'avait tant aimé, tant cru en lui, et lui, à la fois infidèle et jaloux. Un comble, lui qui l'avait surnommé le tendron, séducteur empressé, devenu époux égoïste, il illustrait là un comportement banal en somme, mais que Colette supportait mal, qu'il évoque dans l'ouvrage Mes apprentissages, que je vous ai cité, où elle affirme « J'ai appris à vivre ». On apprend donc à vivre? Oui, si c'est sans bonheur. La béatitude n'enseigne rien. Vivre sans bonheur, conclut-elle, c'est presque une profession. Fin de citation. Climat morose, donc, auquel s'ajoute, en 1905, le décès du capitaine amputé, ce père très aimé, et plus tard, en 1931, c'est-à-dire 25 ans après leur séparation, la mort de Willy affectera encore Colette. Tant il est vrai, disait-elle, qui fait partie de ces morts qu'il faut encore tuer. Ah, ce premier homme. Le divorce Willy-Colette, déjà séparés de corps, fut prononcé en 1907, après 14 ans de vie commune. C'est d'ailleurs dans les derniers mois de leur vie que que Colette fit la connaissance de la marquise Mathilde de Morny, dite Missy pour les intimes, avec laquelle elle aura une relation saphique, en s'affichant avec elle dans des boîtes à femmes. Missy, élevée sans tendresse ni appui affectif, était la fille du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III. Vous connaissez sans doute cette filiation, je la rappelle rapidement. Louis Bonaparte, roi de Hollande, avait donc épousé Hortense de Beauharnais, et de cette union était né le futur Napoléon III. Mais, un divorce étant intervenu, la reine Hortense contracta une union personnelle et libre avec le général comte de Flahault. Et de cette union libre est né le duc de Morny. Duc de Morny, qui est donc le père de Mathilde, dont je vous parle, mais dont on ne connaît pas le nom de la mère. De 10 ans plus âgée qu'elle, Mathilde de Morny s'acharnait, en réaction probablement contre son milieu. Au fond, c'est une malheureuse, c'est ce qui apparaît en filigrane à travers ce qu'on peut dire d'elle, à avoir la pire réputation. Et elle l'obtint. Sans doute avait-elle des qualités de cœur, sans lesquelles on n'eût pas compris l'attachement de ces deux femmes qui dépassaient de beaucoup le cadre d'une amitié. Mais cette relation-là, c'était aussi pour Colette, la sensitive, des sensations nouvelles qu'elle voulait connaître et analyser, même si son goût profond la porte vers l'homme. J'avais ajouté « Ah bon ». Avec Missy, on la verra donc un peu partout, même sur scène, lors des prestations théâtrales de Colette, et de cette liaison qui fit scandale à l'époque, un vrai scandale, elle va sortir un ouvrage, Le pur et l'impur, qui analyse le sujet si sensible de l'homosexualité. C'est l'évocation d'une relation qui allait se défaire, d'ailleurs assez vite, malgré l'attachement passionné de Missy pour Colette, un attachement qui ira jusqu'à lui offrir une résidence d'été à Roswell, près de Cancale, en Ille-et-Vilaine. Un attachement
qui fait d'elle une propriété superbe que Colette revendra en 1924 avec une plus-value considérable dont Missy ne verra jamais la couleur. Avec Missy, donc, on la verra donc, je disais, un peu partout, et cette relation de femme laisse par sa fin une pénible impression. Missy, abandonnée de tous, est dans une gêne définitive et quotidienne, poursuivant une existence misérable, qui se terminera par un suicide en 1944, sans que Colette, devenue riche et célèbre, ait songé à la voir secourir, laissant Sacha Guitry, régler les notes des modestes déjeuners que Missy prenait dans un bistrot de quartier. Le destin final de cette femme n'est pas à l'avantage de Colette. Vieille vache alors, Francis Carco aurait donc vu juste. Mais enfin, ce qu'elle est nous intéresse moins que ce qu'elle écrit, même s'il est permis, au cas particulier, d'éprouver un juste malaise. C'est que, dans son œuvre autobiographique, à part cette œuvre biographique bien connue, surtout, c'est cette œuvre-là qui est le plus connue, unique en son genre, Colette est aussi une romancière, qui maîtrise à merveille l'imaginaire et travaille sur le matériau humain avec la même verve de style, avec la même souveraine aisance. Hein, dans des textes où l'adjectif, je vous le disais, et l'épithète toujours parfait, précède très souvent le nom dans la phrase. L'un de ses romans, plutôt une nouvelle de 90 pages, titrée Duo, met en lumière les nuances de sa pensée et souligne la complexité des couples. La force morale féminine, souvent supérieure à celle de l'homme, ce qui est vrai. Mais aussi l'incommunicabilité fréquente dans les couples, sous l'apparence d'une bonne entente, avec un art consommé, elles nous décrivent leur nature différente, qui conditionne évidemment leur psychologie respective, d'où sa philosophie définitive ainsi formulée. Écoutez cela, ça vaut la peine. Nécessairement enfermés en eux-mêmes, dit-elle, un homme et une femme peuvent tout faire ensemble, tout impunément, sauf la conversation. Parce que dès que l'un d'eux parle, l'autre l'écoute avec une politesse de sourd. Le spectacle sur les planches a toujours fasciné Colette. Dans les années 1909 et 1912, donc à l'époque de sa relation avec Missy, elle va connaître et faire connaître les émotions exhibitionnistes sur scène, grâce à l'intérêt de curiosité que ses œuvres suscitent et au succès qu'elle rencontre. Plutôt belle physiquement, elle a à l'époque 37 ans, elle est bien proportionnée, elle pratique la danse et elle va tenir des rôles de mime. À défaut d'être actrice, elle ne le peut pas à cause d'un fort accent bourguignon qui roule les airs. On l'entend parfaitement dans les disques qu'elle a enregistrés. C'est pour elle une occasion de manifester son désir de liberté, son bon plaisir, son indépendance, mais sans la vulgarité ni les excès d'un féminisme exacerbé qu'elle déteste. En somme, elle veut les droits de la femme avant le temps, un comportement qui a tout de même fait d'elle une vraie pionnière de l'émancipation féminine à l'aube du XXe siècle. Pourtant, il faut noter que jamais Colette ne militera pour la femme dite politique, dont elle considère, à tort ou à raison, je vous le disais, mais jusqu'à la fin, ce n'est pas un amitié de femme, mais d'homme auquel elle se défend de ressembler. Ne disait-elle pas à Francis Carco, vous m'exaspérez avec vos suffragettes, de petites idiotes qui ne méritent que le fouet ou le harem. Jusqu'en 1911, Colette se produira aux Folies Bergères, au Bouffe parisien, à l'Apollo, notamment dans un mimodrame un peu limite, titré La Chair, dont l'affiche se suffit à elle-même, en compagnie de Maurice Chevalier et de Missy. Elle participera aux tournées Paris, que nous avons tous connues, et d'ailleurs pour leur grande qualité. Et de ces années vibrillonnantes sortira une œuvre qu'elle trouvera le temps d'écrire, L'envers du music-hall. L'envers du music-hall décrit avec verve et cocasserie, certes, mais aussi un réalisme apitoyé, la demi-misère des figurantes et employées du spectacle. Mauriac, dans ses mémoires intérieures, publiés au soir de sa vie, un chef-d'œuvre que je salue au passage, se remémore sa rencontre avec Colette, qu'il ne connaissait que par ses œuvres. Rencontre fortuite. Un concours de circonstances fit qu'il visitait Bruxelles, et après avoir erré dans la ville une partie de la journée, il entra dans le music-hall des Folies Bergères, où justement Colette se produisait dans le mimodrame La Chair. Plus attristé que surpris, il écrit « J'aime beaucoup l'auteur des Claudines, j'aime beaucoup la retraite sentimentale et l'envers du music-hall,
Mais il y avait là une foule bruyante qui buvait de la bière et qui fumait. Je vis Colette danser dans le nuage qui montait des pipes, des rires grossiers, des plaisanteries ignobles fusaient autour de moi. Je souffrais. J'aurais voulu jeter mon manteau sur ses épaules nues et l'entraîner dans les ténèbres. J'aurais voulu lui crier, moi qui vous connais, moi qui vous lis, moi qui sais qui vous êtes. La vision, ce soir-là, d'un de nos grands écrivains, livré en pâture à un affreux public, c'était non seulement odieux, mais à peine supportable pour moi en tout cas. En revanche, ce fut le début d'une amitié chaleureuse entre eux et jusqu'à la fin. On comprend que Mauriac a été choqué étant ce qu'il était. Deux œuvres marquent les années 1910. Ces œuvres sont L'ingénue libertine et La vagabonde. C'est dans La vagabonde qu'elle évoque le phénomène humain du souvenir. Elle dit que saurions-nous sans nos souvenirs? Ils sont la richesse de notre cœur. Grâce à eux, le passé est toujours vivant. Et peut-être, ajoute-t-elle, le cœur de l'homme est un filtre qui ne garde que le souvenir des beaux jours. C'est un point de vue qui se rapproche de celui de Hugo, qui écrit « Un souvenir heureux est peut-être plus vrai que le bonheur ». Je le livre à vos réflexions, c'est tout. Mais en réaffirmant son libre arbitre dans ces deux œuvres, je disais donc L'ingénue libertine et La vagabonde, elle réaffirme son libre arbitre, son mépris du qu'en dira-t-on, et parallèlement, mais plus inattendu, de son renoncement à l'amour. Mais Colette, comme avant elle George Sand, d'ailleurs plus sentimentale qu'elle, elle est ainsi faite que les renoncements en ce domaine sont de nouveaux engagements. Je me souviens vous vous souvenez tous d'André Mauroy, enfin Émile Azog, dit André Mauroy, cet homme, cet humaniste d'une extrême distinction, qui a passionné la France des années 50 avec ses biographies d'hommes et de femmes célèbres. Il écrit à propos de Colette et de George Sand, lorsque le mot amour tombe dans l'oreille de ces femmes-là, elles ressemblent à un cheval de bataille et qui, entendant au loin le bruit de la guerre, quitte le pâturage, saute les barrières et court au canon. C'est ce qu'on appelle une métaphore imagée. En vérité, Colette n'en a jamais fini avec elle-même. Et c'est ainsi que, pendant un an à peine, 11 mois je crois, Auguste Herriot, officier de carrière, issu d'une bourgeoisie parisienne aisée, va devenir son amant, quoique notablement plus jeune qu'elle. Elle va le materner, elle l'appelle le petit serin, sans doute par opposition au grand, on ne sait pas, congédié sans préavis, qu'elle porte la peine d'Herriot, homme sensible et cultivé, puisqu'un autre hasard a placé Colette face au baron Henri de Jouvenel, rédacteur en chef du journal Le Matin, nouvel amant, bientôt deuxième époux, qui va la recruter comme reporter pour des articles qu'on s'arrache à Paris. C'est un nouveau métier pour elle, mais qui enrichit son expérience d'écrivain, et dont elle s'acquitte avec ce génie de l'écriture, qui n'est qu'à elle. D'ailleurs, entre les deux guerres, elle écrira pour des magazines à grand tirage, tels que Féminin et Marie-Claire, mais aussi des slogans pour des enseignes commerciales diverses, des formules publicitaires efficaces et surtout bien rétribuées. La firme Simca en sait quelque chose. Devenue par son mariage baronne de Jouvenel, dont le berceau de famille est en Corrèze, près de Brive, Colette va mettre au monde en 1913 sa fille unique, Colette de Jouvenel, surnommée Belgazou, comme elle-même l'avait été par son père, qui se traduit dans la famille comme Bogazouli. Mademoiselle de Jouvenel est morte sans postérité en 1981. Mère et fille se sont peu aimées, faute sans doute de s'être vraiment connues. La fille déplore d'avoir pour mère l'auteur de 50 ouvrages et n'a pas aimé, c'est peu de le dire, le dernier époux de sa mère, Gouttier, dont je vous parlerai dans un instant. Quoi qu'il en soit, Colette, qui n'avait pas vraiment l'instinct maternel, cela est vrai aussi, n'a pas vraiment élevé sa fille, confiée à ses beaux-parents en Corrèze durant toute son enfance. Entre-temps, 1912, Sido était morte. Sido morte sans que Colette, qui n'avait pas pris au sérieux ses avertissements prémonitoires, ait pu assister à ses obsèques. Et elle va la célébrer magnifiquement dans ses souvenirs. Sido, écrit-elle, était un personnage qui m'a donné l'amour de la province. Elle l'évoquera encore dans les innombrables lettres qu'elle adresse 50 ans durant à l'actrice Marguerite Moreno, l'amie de toujours, et qui fut probablement la dépositaire de la part la plus intime d'elle-même. Lorsque la Grande Guerre est déclarée le 1er août 1914, Colette vient d'avoir 41 ans.
Elle est en pleine possession d'une belle maturité. Elle prend en charge le journal le matin, alimente la chronique du quotidien en l'absence de Jouvenel, mobilisé comme officier. Elle va le rejoindre clandestinement à Verdun durant plusieurs semaines, malgré l'interdiction officielle et formelle du haut commandement. Mais leur relation de couple, à la fois trop récente et trop passionnée, va se gâter très vite, et là, du fait de Colette. Voilà une femme, messieurs, qui est une réaliste. Elle a plutôt un réalisme dur, tempéré de poésie délicate, peut-être, mais c'est une réaliste. Elle n'a pas vu que Jouvenel est officier d'une armée en guerre, il a donc les servitudes, il a les services assurés, il a les contraintes, il a tout ce que ceux qui sont passés dans les armées savent de quoi il s'agit, bien évidemment. Donc Jouvenel, qui est déjà en infraction avec sa hiérarchie, en venant à Verdun la voir, elle va lui créer des problèmes qui n'auraient pas dû exister. On est étonné de sa part. On est étonné qu'une femme comme elle n'a pas vu que les états paroxystiques, et notamment les états amoureux, sont incompatibles avec l'organisation de la vie quotidienne. C'est peut-être malheureux, mais c'est ainsi. Elle n'a pas voulu voir ça, et en sortant de la guerre, cette guerre née, elle va écrire un ouvrage sur la guerre, magnifique, qui s'appelle Les Heures longues. Oh, ça, c'est un très bel ouvrage. Elle a su, avec un réalisme et son talent habituel, dire quelle est l'ambiance de cette France, qui n'est pas encore une France riche. Comme vous savez, il y a juste 100 ans, mesdames, messieurs, cette année qui vient de finir, que la guerre commençait, hein, une guerre dure, une guerre atroce, hein, une guerre qui exige de la part des femmes rester seules au foyer, beaucoup d'abnégation, beaucoup de dévouement, beaucoup de sacrifice d'elles-mêmes, des hommes, de l'héroïsme, parfois avec le désespoir de ne jamais rentrer chez eux. Il y a cette donnée-là, et c'est une France, n'est-ce pas, où il va y avoir une guerre, où il va y avoir près de 1 500 000 morts, 3 millions de blessés. Hein. On peut dire que c'est une guerre qui est... Les gens qui l'ont connue, hein, qui m'en ont parlé en tout cas, parce que j'ai connu les gens de cette génération, eh bien, Colette a parfaitement vu cette donnée de la France sociale. Elle le rappelle, et elle ne le rappelle pas, mais j'y pense brusquement pour vous le dire, peut-être le savez-vous. En 1914, la France comptait 74% d'agriculteurs. Ça donne une idée de la sociologie, tout de même. 74%. C'est considérable. En 1939, il y en aura 54%, ce qui est encore beaucoup. Aujourd'hui, 3%. Pour donner une idée. Voilà. Et donc, dans cette France assez pauvre, qui n'est pas une France absolument industrielle, qui est encore une France de laboureurs, encore une France familiale, hein, avec les charmes et avec les misères qui s'y rattachent. Bon, elle va donner dans ce livre, Les Heures longues, un tableau tout à fait vrai, tout à fait émouvant d'ailleurs. Elle sait émouvoir, hein, et je ne sais pas si c'est Hugo qui le disait, celui ou celle qui sait émouvoir, c'est tout. En vérité, la vérité c'est que à la sortie de la guerre, cette relation de couple va donc capoter, et j'en ai oublié le jugement qu'elle porte sur la guerre. Elle écrit, en fin d'ouvrage, Des Heures longues, elle écrit « La guerre est aussi inévitable aux hommes qu'aux bêtes ». C'est un point de vue, je ne le discute pas, je n'en sais rien, probablement. Mais cette relation de couple va s'éteindre parce que si la guerre est aussi inévitable aux hommes qu'aux bêtes, le divorce va suivre avec Jouvenel, sans doute inévitable lui aussi. C'est au sortir de cette guerre meurtrière que va apparaître 3 des romans importants de Colette. Mitsou, Chérie, qui deviendra une pièce et un film, vous les connaissez bien sûr, tous deux salués par André Gide et Marcel Proust, et le chef-d'œuvre qui traite le même sujet, à savoir Le blé en herbe, n'est autre que l'illustration de la liaison amoureuse de Colette et Bertrand Jouvenel, fils de son ancien époux, et auquel, comme jadis Madame de Warens à Jean-Jacques Rousseau, elle fait l'éducation sentimentale et même au-delà. Bon, c'était aussi une manière de revanche envers un époux qui, paraît-il, fréquentait secrètement Madame Germaine Patin, très ancienne amie de Colette, et patronne d'une grande maison de couture à Paris, rue de Rivoli. Mais c'était aussi pour Colette, avec la hantise de l'âge qui s'avance, une manière de rester jeune.
et de retrouver la liberté en divorçant d'avec Jouvenel, qui venait d'être justement élu sénateur de la Corrèze. Ça pouvait compenser. Bertrand de Jouvenel, fils du premier mariage de son père, est alors un jeune homme de 19 ans, auquel Colette déclare carrément « Je crois que tu as besoin de devenir un homme ». Et elle l'emmène en vacances à Rosevenne, sa propriété près de Cancale, le cadeau de Missy, d'ailleurs mise en vente. Elle lui apprend à nager, elle lui fait découvrir Saint-Sauveur en Puisée, sa maison de jadis en lui contant ses souvenirs inépuisables, avant de gagner la Suisse. Le soir, en le regardant dormir, elle travaille à son célèbre ouvrage « Le blé en herbe », daté de 1923. Le jeune homme remplace son père au domicile de Colette, à Paris, boulevard Suchet, laquelle entreprend à cette époque une cure de rajeunissement. C'était l'époque du tumulte des sens, selon son expression savoureuse. Au médecin spécialiste, auteur d'un livre titré « Comment rajeunir », elle écrit pleine d'humour, la lettre que voici. « Je suis un docteur, vous ne me connaissez pas et c'est très dommage. Redevenir jeune, évidemment pas, non, bien sûr. Mais devenir plus jeune qu'on ne l'était, oui. Je ferai connaître votre ouvrage et toutes les femmes pourront le lire et le relire en le glissant dans deux autres grands ouvrages, deux autres grandes œuvres, le livre de Metz et la clé des songes. » L'avait été signé Colette Baronne de Jouvenel, un titre auquel elle a elle-même récemment renoncé. Seulement, Colette est désormais quinquagénaire, et ce sera la fin des aventures, d'autant qu'en compagnie de Marguerite Moreno, elle va rencontrer en 25, chez des amis communs, Maurice Coutquet, israélite et courtier en pierres précieuses, dernier amour et dernier compagnon, avec qui elle va vivre d'abord en union libre pendant 15 ans, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, et ensuite marié à partir de 1935. Il a 15 ans de moins qu'elle, ce ne fut pas le coup de foudre pour lui, même s'il fut séduit par ses ouvrages. Mais ce fut vrai pour elle, qui l'entraîna en écrivant à son ami Moreno. Oh là là, et encore là là, le gars Maurice, sais-tu qui est-ce? Un Satan classique, hein? Un Satan au sens tentateur, un ceci, un cela, mais un type bien au fond, avec une peau de satin auprès de laquelle le satin le plus soyeux n'est encore qu'une toile émrie. Ah bah alors, ce garçon est exquis. Je préfère ne rien ajouter. Et elle l'emmène à Saint-Sauveur, ce berceau des souvenirs, comme elle avait emmené Bertrand, et elle avoue à son ami, je suis dans un beau pétrin. Agréable, bien sûr, mais j'y suis jusqu'aux yeux. Ma pauvre amie, plus loin que ça. Je suis donc incorrigible, mais quel plaisir j'ai à l'être. Et elle reste dominatrice, sachant se faire obéir des hommes et des bêtes, en les aimant. Ou c'est un cas, c'est sûr. Maurice Coutquet, lui, révélera vite sa vraie nature, par sa discrétion, sa disponibilité, son dévouement, une sensibilité intelligente d'homme cultivé et désintéressé. Et il a échangé très vite le rôle d'amant tardif pour celui d'époux dévoué. Et chacun sait que ce n'est pas le même métier, n'est-ce pas? Coutquet, lui, il a laissé un intéressant livre de souvenirs au titre intimiste. Ce titre, c'est 30 ans près de Colette, laquelle le proclamait son meilleur ami, qui lui survivra 25 ans. Willy, toujours vivant au moment de leur rencontre, il lui reste quelques courtes années à vivre. Il avait donc appris le nouveau compagnon de celle qu'il appelle sa veuve par plaisanterie. Et il ajoutera une autre plaisanterie de moins bon goût, j'en conviens, mais elle fait rire. C'est, avec mes conseils, disait-il, Colette a appris la concision. Avec son hébreu, elle apprendra la circoncision. C'est pas très fin, j'en conviens. Cependant, Coutquet fera aimer la mer Méditerranée à Colette, qui n'avait encore fréquenté que les rivages de la Manche. Et c'est à Saint-Tropez qu'elle achètera en 1930 une résidence d'été, aussitôt baptisée la Trémuscate, qui fait l'objet d'un ouvrage, revendu dès 1929 à l'acteur Charles Vanel. En 1932, dans un moment d'aversion, ce qui peut se comprendre, ou de lassitude pour le métier d'écrivain, mais aussi dans l'espoir de sortir de difficultés financières têtues, ce qu'elle n'avoue pas, Colette se met en tête de créer à Paris, rue de Miroménil, un institut de beauté, pour que les femmes, disait-elle, fussent éternellement belles. Elle emprunte des fonds à des sources diverses, pas toutes pures, parmi lesquelles celle de Sitami el-Glaoui, pacha de Marrakech à l'époque, qu'il avait reçu au Maroc avec Coutquet, royalement d'ailleurs, quelques années auparavant, qui passait pour être fort riche, qu'il était en effet. Il était surnommé au palais royal de Rabat le bordélier, réputé prélever une dîme sur les prostituées de sa ville. Enfin, il accorda à Colette la somme qu'elle avait suggérée,
à fond perdu, bien sûr. Tant il est vrai, comme le disait l'empereur romain Titus, l'argent n'a pas d'odeur. Et non, la banque Lazarus elle-même avait consenti un prêt à Colette grâce à sa notoriété. Ce fut un événement parisien. Inauguration de l'Institut de beauté, conférence de l'écrivain, lien avec Coco Chanel, ce qui faisait dire à l'abbé Munier, qui a été un acteur indirect de cette époque, le Coco Chanel, dit-il, que j'entends parler de robe Chanel, de parfum Chanel, y a-t-il des sépulcres de Chanel? C'est en tout cas, elle va finalement renoncer à cette opération qui était sans avenir, parce qu'elle n'a pas vu qu'il y a là une redoutable concurrence, et même si Colette, en personne, se mêlait de farder elle-même quelques célébrités, avec un résultat inégal, aussi dès l'année suivante, 1933, il n'était plus question de poursuivre l'entreprise. D'ailleurs, en cette même année, elle publiait La Chatte, roman composé antérieurement et dont elle avait différé la publication. C'est le thème du conflit homme-femme, étude sociologie des couples, mais aussi c'est le rapport entre le psychisme et la vie de Colette, qu'elle évoque avec une remarquable franchise. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre d'écriture et un succès public retentissant. Quelques années plus tôt, avaient paru des œuvres marquantes telles que La naissance du jour et une fantaisie lyrique mise en musique par Maurice Ravel, L'enfant et les sortilèges. Ce furent des années fastes, suivies d'un honneur mérité. L'élection de Colette en 1936 à l'Académie royale de Belgique, au fauteuil de la comtesse de Noailles, née Anne de Brancovent. Son hommage à la défunte poétesse, brillant et maîtrisé, d'une richesse élégante et inspirée, fait de ce discours le modèle d'un genre, trop souvent et banalement académique. J'ai lu plusieurs fois ce discours, qui est en effet un des modèles du genre. C'est un bonheur d'écriture. Ça, y a pas de... C'est dans ce discours de réception à Bruxelles qu'elle nous dit « Je suis devenu écrivain sans le savoir, mais j'ai su dès le début ce qu'il fallait éviter. La lucidité ne m'a point été refusée et je demeure mon juge le plus sévère. » Ah, et donc, elle va donc revenir de Belgique, où elle va rester quelque temps, parce que sa mère en est issue par ses grands-parents. En 1945, à 72 ans, à plus de 72 ans, elle est élue et présidente de l'Académie au Louvre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Colette adopte une attitude de neutralité apolitique, position très difficile à tenir à pareille époque, mais qui s'explique en partie par l'arrestation de Goudet lors des rafles juives et les efforts déployés par Colette pour tâcher de l'arracher au camp de Drancy. Grâce à l'intervention, ça c'est plus regrettable, de l'épouse française de l'ambassadeur allemand Otto Abetz, que Colette avait sollicité dans les jours d'angoisse qu'elle connaissait alors. C'est un épisode bien humain, on me dirait, c'est vrai, on va chercher à tirer un coup de d'affaire. Néanmoins, il allait avoir affaire à l'épouse française d'un nazi pur sucre, comme on dit, et c'est pas une plaisanterie. Hein, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Même si on peut comprendre. Colette avait déménagé 14 fois en 30 ans et demeuré assez longtemps à l'hôtel parisien Le Claridge, avant de trouver le havre de paix qu'elle souhaitait obtenir. Premier étage de l'immeuble 6 rue de Beaujolais, près de la place royale, vivement devenue, depuis sa mort, place Colette, quelque temps, à peine, 2 mois, je crois, après son décès, avant d'y mourir un soir d'août 1954, perclue d'arthrose des hanches. Elle était impotente dès 1950. Elle parvint à écrire encore les 3 beaux ouvrages de sa fin de vie. D'abord, le roman Julie de Carnéian, dont le thème est celui autobiographique, c'est celui du couple Jouvenel-Colette. De bons juges ont évoqué une vengeance posthume. Elle-même s'avouait capable de rancune tenace. Que croire? Sinon, ainsi qu'elle l'écrit, c'est pour vous, mesdames, à la solitude de la femme en face de son destin. Ses toutes dernières œuvres, l'étoile Vespère et le fanal bleu, c'est le symbole de sa lampe de travail, posée sur le pupitre, installé en travers de son lit.
lui permettait d'écrire encore à demi couché, et dont on apercevait du rez-de-chaussée la lumière tardive. Elle sentait confusément ses forces l'abandonner, ses yeux se brouiller, et dans sa lucidité intacte, elle confiait à Boutquet: « Sais-tu, mon ami, sais-tu, je voudrais recommencer. Ces 80 ans n'ont pas toujours été faciles, mais bon Dieu que c'était court. Des fins dernières de l'être humain, elle dira: la mort ne m'intéresse pas, la mienne non plus. Or, on peut peut-être y voir une réminiscence de Voltaire qui nous conseille: profitez bien de la vie qui est peu de choses, en attendant la mort qui n'est rien. Quelle philosophie se dégage de cette œuvre si intimement liée à cette vie? C'est une confiance profonde dans la nature, à tout instant célébrée, un sens de l'effort quotidien qui trouve sa récompense en elle-même, le goût du travail bien fait, l'activité maintenue très tard qui rend la vie supportable et peut-être digne d'être vécue. Cette œuvre dense s'accompagne d'un don exceptionnel, le style de Colette, soutenu, permanent, une capacité d'intéresser quoi qu'elle écrive, et cela est vrai, une capacité de jouer sur des notes aussi éloignées que l'humour et la nostalgie, un réalisme puissant dans une poésie délicate. On crée un type d'écriture inimitable, rarissime par son originalité, un style grâce auquel nous avons là un des bonheurs de la langue française. Entre le style de Colette et nous, il n'y a rien. Le plein pied est total, notait Monterland, qui nous associe à son art, et c'est une femme, c'est une maîtresse femme et femme tout court, qui est une artiste qui nous associe à son art et ne perd jamais de vue la terre ni le ciel. Une plume gourmande, disait Mauriac, sans doute, mais pas seulement, sensuelle assurément, de cette sensualité dont le style a si largement profité. Et puisqu'il faut bien faire, comme on dit, une fin, voici un morceau d'exception de Colette, chef-d'œuvre de style, bien sûr, mais porteur d'une émotion poignante, à force de réalisme raisonnable et de retour sur soi, qui s'adresse d'abord comme un message à toutes les femmes du monde, ces femmes à la fois fortes et vulnérables. Rêverie du jour de l'an, nous n'en sommes pas loin, puisque tel est son titre, est une méditation qui ne saurait être suivie d'applaudissements, tant est forte la charge émotionnelle de ce texte rare dont je ne suis, pardonnez-moi, que le pauvre interprète. Une année plus, à quoi bon les compter? Ce jour de l'an à Paris ne me rappellera jamais rien des 1er janvier de ma jeunesse. La forme des années a changé pour moi, tandis que moi je changeais. L'année nouvelle n'est plus cette route ondulée, ce ruban déroulé, qui depuis janvier montait vers le printemps et l'été pour redescendre vertigineux jusqu'à une date suspendue entre deux saisons comme une fleur de givre, le jour de l'an. Oh, tous les hivers de mon enfance, une journée d'hiver vient de vous rendre à moi. C'est mon visage d'autrefois que je cherche dans ce miroir ovale saisi d'une main distraite, et non mon visage d'aujourd'hui, de femme jeune encore, que sa jeunesse va bientôt quitter. Une image qui ne sourit, ni ne s'attriste, et qui murmure pour moi seul: il faut vieillir, ne pleure pas, ne joins pas des doigts suppliants, ne te révolte pas, il faut vieillir. Répète-toi cette parole, non comme un cri de désespoir, mais comme le rappel d'un départ nécessaire. Regarde-toi, regarde tes paupières, soulève sur tes tempes les boucles de tes cheveux. Déjà tu commences à t'éloigner de la vie. Ne l'oublie pas, il faut vieillir. Éloigne-toi lentement, sans larmes. N'oublie rien, emporte ta santé, ta gaieté, ta coquetterie, le peu de bonté et de justice qui t'a rendu la vie moins amère. N'oublie pas, va-t'en parer, va-t'en douce. Et ne t'arrête pas le long de la route irrésistible. Tu l'essaierais en vain, puisqu'il faut vieillir. Suis le chemin et ne t'y couche que pour mourir. Et quand tu t'étendras en travers du vertigineux ruban ondulé, tu n'as pas laissé derrière toi un à un tes cheveux en boucle, ni tes dents une à une, ni tes membres un à un usés. Si la poudre éternelle n'a pas sevré tes yeux de la lumière merveilleuse, si tu as jusqu'au bout gardé dans ta main la main amie qui t'accompagne, alors couche-toi en souriant, dors heureuse, dors privilégiée.
pour vous permettre de sourire et de partir, surtout de partir, on voit là assez, n'est-ce pas? Pour compenser ce morceau de mélancolique, voici une illustration cocasse de Colette et de ses longues conteuses incomparables. Ce morceau est intitulé « Le petit presbytère ». Il vous est tous arrivé, mesdames, messieurs, lorsque vous étiez enfants, de vous tromper sur le sens d'un mot, et l'erreur est parfois cocasse. C'est ce qui est arrivé à la jeune Colette, âgée de 8 ans, dans le jardin de sa maison de Saint-Sauveur-en-Puisée. Elle écrit « Le mot presbytère venait cette année-là de tomber dans mon oreille et d'y faire des ravages. Loin de moi de demander à l'un de mes parents qu'est-ce qu'un presbytère. J'avais recueilli en moi le mot mystérieux, orné en son commencement d'un relief fraîche et terminé par de longues et rêveuses syllabes. Enrichi d'un secret et d'un doute, je dormais avec le mot et l'emportais sur mon mur. Un mur qui me servait, qui était large comme un trottoir de rue, bâti au fond de notre jardin, qui me servait de terrain de jeu. Presbytère. Je jetais le mot par-dessus le toit du poulailler, dans le jardin de notre voisin Miton, par-delà l'horizon toujours brumeux des boutiers. Parfois le mot sonnait en anathème. Allez, allez, vous êtes tous des presbytères, criai-je à des bannis invisibles. Un peu plus tard, le mot perdit de son venin, et je m'avisai que le mot presbytère pouvait bien être le nom scientifique du petit escargot rayé jaune et noir. Aussi, apercevant ma mère qui vaquait dans le jardin un sécateur à la main, je vins à elle avec sur le plat de la main le petit escargot rayé jaune et noir. Maman, regarde le joli petit presbytère que j'ai trouvé. Le joli petit quoi? Ben, le joli petit... Non, écoute, tu sais bien que le presbytère, c'est la maison du curé. Ah bon, l'abbé Midiot, c'est le curé de Saint-Sauveur, il habite dans un presbytère. Je dis, mais évidemment, voyons, ferme la bouche et respire par le nez. Je dis, je n'en revenais pas. Je dus apprendre ce que je tenais tant à ignorer. Et je luttais contre l'effraction, et je voulais obliger l'abbé Midiot à habiter autant de temps qu'il me plairait dans la coquille du petit escargot, nommé presbytère. Et puis je fus lâche, je cédais, je composais avec ma déception. Je serrais contre moi les lambeaux de mon extravagance. Je remontais jusqu'à mon étroite terrasse, ramassant les débris du petit escargot écrasé. Je remontais jusqu'à mon étroite terrasse, ombragée de vieux lilas et décorée de verroterie comme le nid d'une picoleuse, et je me suis curé sur le mur. Et qu'y a-t-il d'incroyable, dit-elle? J'étais curé, sans obligation liturgique, ni prêche, sans travestissement irrévérencieux, mais à l'insu de tous, curé. Curé, comme vous êtes chaud, monsieur, ou vous, madame, arthritique. J'en ai terminé, vous avez bien de la patience.